Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Signification philosophique de la liberté. Le problème du libre arbitre, la liberté, c'est très difficile parce qu'il est très facile de se laisser aller. L'homme est un animal paresseux. Il y a une phrase merveilleuse de Tolstoï. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Et Préclès dit aux Athéniens, si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en appuyant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. La liberté, c'est l'activité. La liberté, c'est une activité qu'en même temps s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est qu'elle peut tout faire, mais qu'elle ne doit pas tout faire. C'est cela le grand problème de la démocratie et de l'individualisme. Je cite Castoriadis. Le problème métaphysique du libre arbitre, la liberté du choix, est-il une illusion de la conscience? Les hommes ne pourraient pas être libres et se définir comme des êtres responsables si d'abord s'ils n'avaient veillé par leur volonté propre un pouvoir de choix et de décision. Être libre, c'est avant tout être l'auteur de ses propres actions, être capable d'initiative, d'inventer de nouvelles actions et de pouvoir rompre le déterminisme, c'est-à-dire l'enchaînement de phénomènes soumis à une nécessité. La liberté est donc aussi un pouvoir d'autonomie, le pouvoir d'échapper à des influences du conditionnement, qu'il soit interne, conditionnement biologique ou psychologique, étudié par la psychanalyse par exemple, ou externe, conditionnement social. Être libre, c'est alors pouvoir choisir ses actes et ses pensées par soi-même, par sa volonté propre, par exemple, contre mes habitudes, mes désirs, mon éducation, etc., sans être soumis à des forces et des processus que nous déterminons plus ou moins consciemment. La liberté, en ce sens, est d'abord une puissance de vouloir, puissance d'intention, avoir d'être une simple puissance d'agir. La question est alors de savoir si libre arbitre comme possibilité de faire une chose ou son contraire selon son bon vouloir, cette autonomie de la volonté comme capacité de se donner à soi-même son propre principe d'action sont ou non des illusions. La sociologie nous explique souvent, voire Pierre Bourdieu et sa théorie de l'habitus notamment, que nos goûts, nos idées, notre manière de parler, de manger, de nous habiller sont déterminés par notre environnement culturel et social. Alors, le sentiment que nous avons d'être libres est-il un indice fiable de l'existence de notre liberté? Quel rapport entre déterminisme et fatalisme? Le déterminisme comme hypothèse scientifique et le fatalisme comme théorie philosophique. Euh, le sentiment que nous avons d'être libres n'est pas une illusion. Peut-être sommes-nous conditionnés par des influences et des mécanismes dont nous ne sommes pas forcément conscients. Selon cette hypothèse, la liberté ne serait rien d'autre que l'ignorance des causes que nous posons que nous pousser à agir. Certains philosophes vont même jusqu'à supposer un déterminisme intégral, un fatalisme qui affirme la nécessité absolue des événements et qui fait de notre liberté une illusion, comme le pense le Baruch Spinoza, euh, philosophe hollandais, 1632-1677, dans un texte célèbre extrait de son livre Maîtresse éthique, Spinoza appliquant le principe de causalité et de raison suffisante à tous les phénomènes de la réalité opte par
pour une position radicalement déterministe dans le monde où tous les phénomènes s'enchaînant selon un rapport strict de cause à effet, on ne peut déceler trace d'aucune liberté entendue comme libre arbitre. Croire que l'homme puisse avoir sur ses actions un pouvoir absolu et qu'il puisse se diriger selon une volonté libre relève donc de l'illusion. Se sentir libre ne prouve pas forcément qu'on l'est, car nous s'apercevons pas forcément de causes parfois imperceptibles que nous influencent. Le sentiment de liberté ne correspond donc qu'à l'ignorance de ce que nous détermine. Je cite Spinoza, toute chose est finie, état une existence déterminée, ne peut exister ni être déterminée à agir si elle n'est pas déterminée à exister et à agir par une autre cause qui est aussi finie est à une existence déterminée. À son tour, cette cause ne peut non plus exister ni être déterminée à agir, si ne par une autre qui est aussi finie, est à une existence déterminée, est ainsi à l'infini. Il suit de là qu'il n'y a dans l'homme aucune volonté libre ou absolue, mais notre esprit est déterminé à vouloir par une cause qui est aussi déterminée par une autre, est ainsi à l'infini. Par conséquent, les hommes se trompaient tant ce qu'ils se croyaient libres, et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leurs actions et qu'ils sont ignorants de causes par lesquelles ils sont déterminés, se constituent donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissaient aucune cause de leurs actions. Ce texte de Spinoza énonce le principe du déterminisme. Rien n'arrive sans cause, selon lequel l'existence et la manière d'exister d'un être naturel est entièrement déterminée par des causes qui lui sont extérieures. Il est donc impossible qu'un être naturel échappe à l'enchaînement naturel de causes dont la totalité constitue la nature. Le sentiment de la liberté n'est alors ici que l'effet d'une ignorance, le résultat du jeu de l'imagination qui produit l'illusion que le sujet humain serait capable d'échapper au monde et à son déterminisme. Selon cette doctrine, la volonté humaine est impuissante à diriger le cours des événements, de sorte que celui-ci est préalablement fixé. Le monde consiste alors en un enchaînement nécessaire de phénomènes où chaque élément est conditionné par celui qui le procède et conditionne celui qui le suit, suit selon un rapport de causalité, et ainsi de suite. Contre l'idée que la volonté nous permettrait de maîtriser nos désirs, Spinoza montre qu'il n'y a pas de distinction véritable entre le désir déterminé par la logique du plaisir et la volonté orientée par la raison. C'est le désir qui est source d'évaluation. C'est par lui que nous estimons qu'une chose est bonne et que nous l'avons. Par bien, j'entends ici tout genre de joie et tout ce qui, en outre, y mène, et principalement ce qui remplit l'attente, et qu'elle soit par mal, j'entends tout genre de tristesse, et principalement ce qui frustre l'attente. Nous avons en effet montré ci-dessus que nous ne désirons aucune parce que nous les jugeons bonnes, mais qu'au contraire, nous appelons bonne la chose que nous désirons. Conséquemment, nous appelons mauvaise la chose que nous avons en aversion. Chacun juge ainsi ou estime selon son affection quelle chose est bonne, quelle mauvaise, quelle meilleure, quelle pire.
quelle enfin la meilleure, quelle la pire. Spinoza, je cite Spinoza, éthique, troisième partie, Scoli de la proposition 39. Flammarion, Paris, 1965, traduction aux fins, page 173. Il résulte d'une telle philosophie que tout événement pouvant s'expliquer par une cause lui étant antérieure, il devient impossible de croire en la liberté. À tout ce que je veux et ce que je fais, il doit y avoir une cause, quelle que soit consciente ou inconsciente, interne ou externe, réfléchie ou comme raison ou purement aveuglement subi. Pourquoi je fais ce que je fais? À cause de ce que je veux. Et pourquoi je veux ce que je veux? À cause de ce que je suis. Et pourquoi je suis ce que je suis? Parce que la vie, l'ordre des événements que je subis avant de faire mon fait d'être ce que je suis. La vie a fait ma vie. L'on est fait toujours avant de se faire, nous dit André Comte-Sponville dans Vivre. Les sciences de la nature, biologie, chimie, physique, s'efforçaient d'ailleurs de dégager les lois qui régissaient l'univers et voulaient effectivement nous montrer quels sont les déterminismes qui sont à l'œuvre dans la réalité. Les neurosciences conçoivent par exemple la conscience et la pensée comme des productions biologiques déterminées par les cerveaux selon un pur mécanisme physiologique. Les sciences de l'homme, comme nous l'écrivions déjà précédemment, psychologie, sociologie, tentaient également de nous expliquer que nos comportements humains peuvent être prédéterminés par la société. Un exemple d'analyse sociologique, Pierre Bourdieu, concept habitus. Pour Pierre Bourdieu, fondamentalement, l'individu n'est pas une entité séparée de la société, mais il en est le produit. Notre individualité, le jeu, bien qu'unique et paradoxalement construite par des matériaux collectifs, le nous. Ainsi, le sujet humain n'est pas un atome séparé de la collectivité, mais il est au départ conditionné et structuré par elle. La sociologie de Pierre Bourdieu est donc pour l'essentiel une étude de domination que la société fait peser sur l'individu, notamment la plus ancienne d'entre toutes, la domination masculine impliquant l'asservissement des femmes. Pour obtenir alors une intelligence claire de l'espace social, il faut pouvoir mettre en évidence les mécanismes de cette domination, et notamment les antagonismes de classe qui formaient la trame majeure, la structure même de la vie sociale. Pierre Bourdieu tente alors de décrire le processus de domination sociale. Selon lui, toute formation sociale est un système de rapport de force entre deux groupes ou deux classes. On voit clairement l'inspiration marxiste de ce type d'analyse, mais la particularité de Pierre Bourdieu est de vouloir montrer que les idéologies dominantes, loin d'être imposées de l'extérieur par force brutalement aux individus, sont intériorisées par les individus eux-mêmes qui devenaient alors les acteurs de leur propre domination inconsciente, sorte de servitude volontaire si l'on veut. Les mécanismes que la société nous impose sont incorporés à nos conduites quotidiennes que Pierre Bourdieu, à la suite de Norbert Elias, nomme habitus, concept utilisé par Marcel Mauss avant lui et que l'on retrouve chez Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin et Aristote sous le terme d'ixis. Il faut entendre par là un ensemble d'habitudes, de dispositions accuses, intériorisées pas forcément consciemment, devenant réflexes qui conditionnent nos comportements
On peut alors parler également d'habitus de classe pour évoquer l'idée que des conditions sociales communes à certains hommes et donc appartenant à une même classe sociale pouvant produire des dispositions similaires communes à une classe d'individus. On parle là alors d'un habitus bourgeois ou d'un habitus ouvrier par exemple. Euh, En fait, la domination des classes dominantes est essentiellement euh, assurée par l'assentiment des classes dominées qui cultivait un habitus fataliste. Pierre Bourdieu nomme alors violence symbolique l'opération par laquelle les individus croyaient s'orienter librement dans la société alors qu'en fait, ils ne font que s'ajuster sur des normes réunionnantes et préexistantes, celles des classes dominées. La violence symbolique est en fait un mécanisme d'auto-contrainte, c'est-à-dire une violence sociale acceptée et intériorisée qui est imposée aux acteurs sociaux de règles de croyances, de conduite comme naturelles et qui fait que les individus le considèrent comme légitimes, normales, alors qu'elles sont proprement construites, imposées et donc culturelles et relatives. Cette domination opère dans tout le sphère de la vie et détermine l'individu dans toutes ses activités quotidiennes. Ce goût euh, culinaire, culinaire, ce jugement esthétique, ce choix vestimentaire, ces croyances religieuses. La sociologie, c'est donc ici une réflexion sur la contrainte, sur la correction sociale, sur la manière dont les individus sont dans leur goût, leurs idées fabriquées par leur univers social. C'est donc une sociologie qui se veut également être une critique de la reproduction sociale, qui n'est pas cependant une reproduction à l'identique, car par exemple le goût des bourgeois sont réappropriés par le prolétaire selon ses moyens. Pierre Bourdieu critique d'ailleurs la démocratie libérale qui banalise cette domination et la généralise via la société de consommation. Par la publicité, par exemple, la société actuelle n'exerce plus sur les individus une contrainte brutale comme les faisait autrefois le tyrannie, mais elle exerce une pression d'autant plus forte qu'elle est plus douce, plus subtile, plus insensible. C'est une forme plus raffinée de violence et de domination qui s'opère à l'âge démocratique. De là, la question de l'école qui fabrique des élites favorise, sans le dire, ceux qui possédaient déjà un certain capital culturel. Cette institution républicaine nous donne à croire qu'elle émancipe les individus en donnant à chacun sa chance selon un principe méritocratique. Pierre Bourdieu insiste alors sur le mécanisme de reproduction sociale et veut montrer que l'école sécrète de processus de sélection, de relégation, elle redouble efficacement la production des inégalités sociales. L'enfant de classe défavorisée a des handicaps de part face à la culture savante de classe dominante que l'école diffuse et qui exclut en le dévalorisant la culture populaire. Un sociologue anglais a vérifié cette affirmation en Angleterre et le résultat l'a confirmé. Statistiquement, le capital de vocabulaire d'un enfant de riche ou de classe moyenne est 5 fois supérieur à celui d'un fils d'ouvrier. De là, une vision relativement pessimiste de la sociologie de Pierre Bourdieu qui tend à montrer que l'homme n'est pas encore dans notre démocratie qui se présente être pourtant un modèle idéal de la liberté collective, un être émancipé. Cette sociologie peut alors ouvrir la réflexion vers ce que pourrait être pour l'homme la forme même d'une
émancipation sociale délivrée de mécanismes de reproduction des inégalités. On retrouve en tout le cas dans cet exemple d'analyse sociologique le principe même de Émile Durkheim dans les règles de la méthode sociologique. Je cite Durkheim: le fait social se reconnaît au pouvoir de correction externe qu'il fait, exerce ou est susceptible d'exercer sur les individus. La sociologie cherche à montrer comment les structures sociales déterminer les conduites des individus, test d'une conscience sociale. Il faut toutefois noter une distinction importante entre la notion de déterminisme qui suppose, comme par exemple l'effet de la science, qu'il y a dans le monde de la nécessité, mais ce quand cela annule a priori la possibilité d'une certaine forme de la liberté humaine, et la notion de fatalisme euh, par qui, comme déterminisme intégral, annule cette liberté. En termes philosophiques, on peut faire du fatalisme la doctrine selon laquelle tout dans l'univers se déroule selon des lois strictes et nécessaires. Le monde apparaît alors semblable à une immense mécanique dont tous les éléments sont interdépendants. Cette philosophie existe de l'Antiquité grecque, l'idée de destin de la tragédie, selon l'exemple des stoïciens. Quelle est la spécificité de la philosophie morale stoïcienne? Voilà notre intervention concernant la signification philosophique de la liberté est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.